Merci, bonjour à tous. Du coup, en effet, nous allons aborder maintenant un sujet plus sur la partie site web qui peut toucher beaucoup d'entreprises, sur la création ou la refonte également. On va voir ensemble du coup un petit peu de contexte, déjà comment initier une démarche de création ou de refonte, comment rédiger son expression de besoin, parce que ça c'est toujours une partie qui peut, même si on fait son site soi-même, va être nécessaire pour pouvoir justement avancer dans les règles, on va dire. Le déroulement d'un projet, voir un petit peu comment les différentes étapes et les différents jalons qui vont être importants lors d'une création. La notion d'évolutivité, puisqu'on veut souvent des outils qui puissent vivre dans le temps. Et puis une partie de questions-réponses aussi, voilà, ensuite. Rapidement, je me présente, du coup, l'agence eBoost, nous sommes basés à Rennes, nous sommes 8 personnes, nous travaillons sur toute la chaîne, on va dire, de création de sites ou de refonte de sites, la partie design, la partie projet, la partie développement, la partie hébergement également. Voilà, et nous intervenons tout secteur d'activité avec une méthodologie où on va conseiller, on va accompagner nos clients, la partie design, ergonomie également, la partie développement web et la partie hébergement, comme je disais. On aura l'occasion de revoir certaines de ces étapes-là dans le cadre du développement d'un projet. Donc le contexte d'une refonte ou d'une création de site, première chose, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Donc par exemple, si on a déjà un site, on peut avoir une problématique de sécurité. On a son site qui s'est fait par exemple pirater, ou par exemple on a des problèmes de mise à jour. On peut avoir l'envie de ne plus avoir envie de gérer justement son site ou son hébergement parce que c'est un petit peu complexe et c'est un petit peu technique. On peut avoir des problématiques de graphique également, on veut créer ou on veut faire évoluer une charte graphique. On veut un design un peu plus moderne parce qu'on voit que les tendances, les tailles d'écran, ça évolue, donc du coup ça peut aussi avoir un impact. On peut avoir aussi des problématiques de fonctionnalité. Par exemple, je veux que mon site s'adapte sur le mobile et ma première version ne l'est pas, en tout cas, n'est pas responsive. Je veux des fonctionnalités nouvelles, plus dans l'air du temps également, d'autres sont désuètes. Hop là, voilà. Donc ça c'est sur la partie, on peut dire, si on est sur une logique de refonte. Sur une logique de création, donc ça va être un besoin peut-être un peu plus stratégique. Par exemple, je démarre une activité, donc là du coup j'ai besoin d'une visibilité en ligne. Alors on peut commencer avec les réseaux sociaux, on a vu tout à l'heure. On peut également avoir une petite page Google My Business quand on a le résultat de recherche. Mais souvent on va avoir besoin aussi d'un petit peu plus. Donc le démarrage d'une activité est une bonne raison en tout cas. On développe une activité e-commerce. On a pu le voir par exemple pendant le confinement, des personnes qui avaient un point de vente physique, qui se disent il faut peut-être aussi que je monte mes produits ou que je monte une visibilité en ligne pour que les gens fassent soit du click and collect ou de la vente en ligne. La mise à disposition d'outils, par exemple, j'ai des commerciaux, j'ai besoin de leur mettre un espace privé ou je veux un espace client, donc c'est des besoins qui peuvent nécessiter une création d'outils spécifiques. Je veux améliorer mon référencement ou je veux développer mon référencement, donc ça c'est également des points importants. On peut également avoir, comme je parlais tout à l'heure sur la logique de charte graphique, du coup comme je lance mon activité, je crée un logo et derrière je veux le traduire graphiquement sur le web. J'embauche une personne qui arrive avec des idées nouvelles ou qui a déjà expérimenté un projet de création de site, donc du coup elle va pouvoir mener ce projet-là. On peut en avoir d'autres, mais du coup l'idée c'est de se dire en fonction d'une création ou d'une refonte, on va avoir différents besoins qui vont nous lancer, qui vont faire sauter le cap, on va dire. Hop. Donc les différentes questions à se poser avant de se lancer, j'en ai listé un certain nombre, on peut en avoir beaucoup, mais c'est celle qu'on va retrouver le plus souvent. Est-ce que déjà j'ai du temps à accorder à cette création, à cette refonte? Parce que on peut très bien se dire, on est pris dans le quotidien, on a pas mal de choses à faire et la gestion d'un site va prendre forcément des soirs, des week-ends si on est pris la journée, mais ça peut aussi prendre du temps sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc est-ce que j'ai du temps et combien j'ai devant moi? Qui pilote le projet? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est d'autres personnes en interne? D'essayer de définir un petit peu les ressources. Comment on s'organise sur la période? Parce qu'on sait qu'on va être pas mal pris, donc est-ce qu'on adapte un petit peu son temps de travail par rapport à ça? Dans quel cadre stratégique, donc on a vu un petit peu tout à l'heure, ça s'intègre? Ai-je rédigé mon expression de besoin?
Donc on verra tout à l'heure les différentes questions qu'il faut se poser ou les choses sur lesquelles on peut travailler. Est-ce que je prévois de faire appel à un prestataire ou non? Est-ce que j'ai analysé ma concurrence? Parce que souvent on peut constater que certains concurrents vont être devant, vont être bien positionnés ou font les choses plutôt bien. Donc ça peut être intéressant d'analyser cette partie-là. Est-ce qu'il y a des sites qui m'inspirent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres un peu moins? Ça peut toujours être intéressant de vérifier ça aussi en amont. Est-ce que j'alloue du budget ou pas? Ou est-ce que c'est que du temps? Même si c'est du temps, ça va être forcément du budget aussi. Est-ce que je souhaite revoir ou développer mon contenu davantage? Parce qu'on voit bien que les moteurs de recherche ont besoin de contenu, donc ça va être un peu quel niveau de rédaction je suis capable de réaliser. Est-ce que je prévois un reportage photo? On voit que les images sont importantes, on en parlera tout à l'heure, il y a des bonnes pratiques aussi à respecter, donc ça va être un point important. Est-ce que je veux de la vidéo aussi? On voit que de plus en plus d'internautes mobinotes consomment de la vidéo, donc c'est des questions qu'on peut se poser en amont parce que ça va prendre du temps à mettre en place. Si on veut faire un reportage photo ou on veut faire une vidéo, c'est pas au moment où on va mettre son site en ligne qu'il faut y penser, il faut penser 1 mois, 2 mois à l'avance. Donc à partir de là, on va essayer de définir un besoin. Pourquoi définir un besoin? Parce que ça nous arrive, on a des clients qui nous appellent en disant voilà, je voudrais faire sur mon site comme ci, comme ça. Sauf qu'à l'oral, c'est bien, mais c'est mieux de le rédiger et de le mettre à l'écrit parce que du coup ça laisse une trace, du coup on sait de quoi on parle et on sait justement après derrière si on arrive à vulgariser, en tout cas à rédiger et à expliquer son besoin par écrit. C'est toujours très important. Je prends souvent l'exemple de la maison, on veut créer sa maison, on a un projet de construction, on va certainement expliquer ou en tout cas essayer de définir vraiment son besoin. Je veux un étage, je veux un sous-sol, voilà. Et ça va être très compliqué pour un constructeur de partir d'une base où il n'a aucune information. Donc par rapport à ça, on va avoir différentes étapes pour rédiger ce besoin. Donc on va peut-être parler du contexte de l'entreprise, quels sont mes objectifs, quelles sont mes cibles, quelles sont mes attentes, est-ce que j'ai des fonctionnalités, est-ce que je suis capable de les exprimer, est-ce que j'ai une charte existante, est-ce que j'ai des attentes en termes de référencement naturel, on va faire un petit focus dessus tout à l'heure aussi là-dessus, parce que c'est important, la visibilité dans les moteurs de recherche, la notion d'hébergement, la notion de planning et de ressources en interne, puisque du coup, comme on l'a dit, ça peut prendre du temps, et après la logique de budget. Donc le contexte, ça va être relativement simple, c'est en gros votre contexte de création de refonte, votre entreprise, pourquoi vous avez ce besoin-là, l'activité, le marché, d'expliquer un petit peu l'historique digital aussi de votre activité. Est-ce que vous partez de rien ou est-ce que vous partez déjà d'une bonne base? Des fois on a des clients qui rachètent des entreprises, du coup on a déjà une existante, et puis après derrière ils souhaitent mettre une nouvelle patte ou en tout cas apporter une nouvelle touche à leur site web. Une fois qu'on a défini ceci, on va évoquer les objectifs. Donc les objectifs peuvent être multiples, vous pouvez en avoir plusieurs. Ça va être des objectifs comme je veux gagner des positions dans les moteurs de recherche. Donc ça c'est souvent une des problématiques, on veut être visible. Donc ça peut être intéressant de définir vos mots-clés, vos expressions, en vous disant moi demain je veux être visible sur, je sais pas, par exemple boulangerie Saint-Lô, et du coup il faut que j'ai au moins une page sur mon site, ou en tout cas je puisse avoir un résultat de recherche qui correspond. Donc souvent ce qu'on dit c'est qu'une expression clé vaut une page sur votre site. Et le fait d'avoir des mots-clés à différents endroits du site ne va pas forcément suffire. Ça va vraiment être important d'avoir dans les titres, dans les URL, de retrouver votre expression clé. Je veux asseoir la notoriété de mon entreprise, donc ça va un petit peu avec cette logique de visibilité, mais en tout cas ça peut être un objectif à part entière. Je souhaite moderniser mon image, ça c'est pareil, on voit bien que ça évolue très rapidement, on verra tout à l'heure quelques tendances graphiques du moment. Je veux diffuser de l'information, une école par exemple, un espace, un lieu qui accueille du public, a besoin de donner de l'information rapide et simple à son public, donc du coup ça peut faire partie d'objectifs. Je veux me développer à l'international, je veux une version multilingue de mon site internet. Je veux me lancer dans l'e-commerce, ça peut être aussi un objectif important. Je veux développer mes ventes si je suis par exemple déjà sur des logiques e-commerce. Je veux générer du contact, du lead entrant, donc ça c'est encore un autre exemple d'objectif, tout comme de l'inscription newsletter aussi. Donc on voit ici qu'on a des objectifs qui peuvent être plus ou moins importants selon les besoins, mais ça va permettre aussi de mieux cerner, vous de mieux définir là vers quoi vous voulez aller. Et même si vous réalisez vous-même votre site, c'est intéressant de se dire, voilà, il y a 6 mois on avait défini ceci comme objectif, où est-ce qu'on en est 6 mois après ?
Ensuite, vous définissez vos cibles, même si c'est forcément vous qui les connaissez les mieux. Ça va être intéressant quand même de pouvoir les mettre sur le papier et de pouvoir se dire, est-ce que j'ai des cibles prioritaires, des cibles secondaires, de pouvoir à partir de là essayer de voir comment on peut prioriser. Si demain vous avez une cible plutôt senior, vous avez une cible plutôt jeune, on va pas forcément avoir, ils vont pas avoir les mêmes attentes, ils vont pas forcément se connecter en même moment sur Internet ou sur leur mobile. Donc du coup, ça va avoir des impacts aussi dans la phase de création, il faut y penser. Là, je vous ai mis quelques exemples, que ce soit B2B, que ce soit B2C, on peut travailler des pistes prioritaires, des pistes secondaires. Là, l'exemple d'un investissement, je veux des retraités ou je veux des cadres dirigeants. Là, ça va nous aider après derrière, ou ça va vous aider vous aussi à définir après les attentes et donc du coup comment traduire ça sur le site. Donc une fois que ce travail est fait, la question va se poser sur la partie besoins. Donc quels sont mes besoins pour savoir après quel outil vous allez pouvoir utiliser pour votre site internet. On va voir les outils tout à l'heure et avant ça, vous pouvez définir donc. Alors c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on se dit bon on n'est pas technique, je ne sais pas comment exprimer que je veux pouvoir ajouter je sais pas une fonctionnalité calendrier, une fonctionnalité prise de rendez-vous, mais c'est pas gênant. Après c'est charge à votre équipe si vous avez ou à votre prestataire de pouvoir traduire ça techniquement parlant. Donc exemple, sur un site ce que j'appelle vitrine, donc c'est un site qui présente de l'information et qui n'a pas pour but de vendre ou de proposer d'espaces connectés par exemple, je veux quelque chose qui soit facilement administrable. Donc administrable, ça veut dire je veux avoir la main dessus et je veux pouvoir modifier mes photos, je veux modifier mon texte, je veux modifier mes images, mes contenus. Donc je veux quelque chose d'administrable. Est-ce que je veux mettre un blog ou est-ce que je veux mettre une partie actualité? L'actualité, ce qu'on appelle un peu chaude, qui va être intéressante pour du référencement. Donc ça peut être aussi un point fonctionnel. Est-ce que je veux des formulaires de contact sur mon site? Si oui, eh bien du coup, combien de champs? Quel type de champs? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Je veux éviter aussi les spams, donc il y a aussi des problématiques à ce niveau-là. Est-ce que je veux une carte? Alors j'ai mis Google Maps, ça peut être d'autres types, mais en tout cas, est-ce que je veux une carte interactive sur mon site? Est-ce que je veux des demandes de devis? Je veux remonter les réseaux sociaux, donc ça c'est souvent des demandes que l'on peut voir aussi. Pour faire vivre le site, on veut montrer que justement on est actif sur Facebook, actif sur Instagram. Il faut savoir que les réseaux sociaux ont leur propre mode de développement, on peut remonter ça sur le site, mais du coup il faut adapter, il y a un petit développement à prévoir à ce niveau-là. Il faut voir comment on les affiche, mais en tout cas ça peut faire partie de besoins. Je parlais tout à l'heure d'inscription de newsletter, et autre exemple de besoin. Du multilingue, c'est souvent des choses qu'on peut aussi retrouver, ou de la foire à la question, par exemple, foire aux questions, puisqu'on a aujourd'hui des moteurs de recherche qui sont très friands de ces types de choses. J'ai une question, donc forcément le moteur me donne une réponse. Si vous avez une FAQ sur votre site, il y a de grandes chances que du coup vous gagnez aussi après en termes de position. On le voit aussi de plus en plus, des personnes qui veulent interfacer un outil avec ce qu'on appelle du marketing automation, c'est le fait de pouvoir envoyer des emails ou de pouvoir générer une petite campagne, un push mobile aussi, en fonction d'une action qui puisse y avoir eu lieu sur le site, que ce soit la lecture d'un article, l'inscription en effet à une newsletter également. Donc c'est des choses qui peuvent être aussi assez intéressantes. L'analyse statistique aussi, vous pouvez vous dire, moi je veux savoir combien de personnes viennent sur mon site, combien de personnes cliquent sur un numéro de téléphone, donc ça peut faire partie aussi de besoins que vous pouvez avoir en amont. Dans le cadre d'une logique un peu e-commerce, alors je ne sais pas s'il y a des e-commerçants parmi nous, non? En tout cas, si demain vous lancez une activité e-commerce, on va avoir une logique d'import de catalogue produits, de gestion de stock, de modules transporteurs par exemple, des filtres, des relances de paniers abandonnés, toujours les remontées réseaux sociaux, du service après-vente, des avis vérifiés, des gestions de factures d'export de commandes, des comptes clients. Donc tout ça, ça va être des problématiques plus dédiées à un e-commerçant, mais qui va être important aussi de traduire. Donc une fois qu'on a défini ceci, on va se poser la question de quel outil on va pouvoir utiliser. Donc souvent, vous allez entendre parler de logique de CMS ou de logique sur mesure. Donc quand on parle de CMS, je ne sais pas si ça parle à certains, ou pas du tout, oui un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle un outil de gestion de contenu. Donc cet outil de gestion de contenu, c'est un outil qui vous permet de gérer ou d'administrer votre site internet. Donc on va avoir tout à l'heure différents types d'outils.
Ça vous permet d'avoir une administration assez simple après derrière. Ça vous permet de pouvoir faire des modifications en autonomie, de pouvoir également vous entourer de spécialistes parce que chaque CMS a ses propres problématiques et a ses propres règles. Donc ça peut être intéressant de vous entourer, en tout cas si vous ne connaissez pas suffisamment, et de regarder un petit peu les spécificités de chaque outil. Ça va potentiellement être plus rapide à mettre en place aussi. Donc ça a quand même un certain gain. Par contre, il y a des problématiques de maintenance et de mise à jour. On en reparlera un peu tout à l'heure aussi, mais du coup, vous faites des modifications dans un outil. Derrière, on vous demande de faire des mises à jour. Il peut y avoir des fois des problèmes de conflit. Donc il faut le savoir en amont et de se dire, bah mince, est-ce que j'accepte les conflits et je ne fais plus du tout de mise à jour? Ou, à contrario, est-ce que je fais en sorte que tout soit bien travaillé dans les respects de l'outil pour justement éviter ces problématiques de mise à jour? Est-ce que je sais bien le développer moi tout seul ou est-ce que je me fais accompagner? Ça va être également des problématiques auxquelles il faudra répondre. Et quel est le bon outil qu'il faut pour mon activité? Donc il n'y a pas forcément la réponse tout de suite, mais en tout cas, c'est en fonction de vos besoins, de vos cibles et des technologies et des problématiques de fonctionnel que vous avez sur le site, qu'on pourra vous pourrez vous guider plus facilement vers un ou l'autre des outils. Vous avez aussi la possibilité de faire des choses. Hop, ça ne marche plus. Si, ça arrive. Sur mesure. Désolé. Hop. Donc quand on dit sur mesure, c'est-à-dire c'est un développement qui est vraiment adapté à votre besoin. C'est-à-dire j'ai des possibilités vraiment très larges, j'ai un développement qui est adapté, je ne pars pas d'un outil déjà fait, j'ai une évolutivité importante également. Et typiquement, j'ai un besoin qui n'est pas possible, ou j'ai aucun outil qui va répondre à mon besoin sur le marché, donc du coup je veux un développement vraiment adapté. C'est idéal vraiment quand on a un besoin spécifique. Par contre, il y a des délais importants puisque c'est plus long à mettre en place, donc des coûts différents. On a également souvent des liens assez forts avec l'équipe ou le développeur qui travaille sur du sur-mesure, puisque derrière on en change. Il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir reprendre son développement. Et choisir aussi une bonne technologie sur des logiques sur mesure, sachant que pareil, ça évolue aussi comme le web. Je vous montre quelques exemples. Donc sur de la logique CMS, donc outils de gestion de contenu, vous en connaissez certainement. Donc là, je présente WordPress, Joomla, Drupal et Wix. Souvent, quand on démarre et qu'on veut faire seul, ou un Wix par exemple va avoir une facilité de prise en main parce qu'on utilise un peu ce qu'on appelle le no-code, on n'a pas forcément besoin de compétences techniques. On peut également essayer de se débrouiller tout seul sur du WordPress, Joomla ou du Drupal en partant d'un thème. On achète un thème tout fait et on vient essayer de le modifier directement à l'intérieur. C'est aussi possible. Ça demande un petit peu de connaissances quand même et de prise en main, mais en tout cas, on est sur des technologies qui peuvent vous permettre d'avancer seul ou d'avancer avec en interne ou avec un prestataire aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on a aussi des logiques d'évolution, d'évolutivité. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut à chaque fois penser à ces mises à jour et de voir un peu le suivi, de ne pas laisser trop de mises à jour en attente, puisque ces outils fonctionnent aussi avec des extensions, ce qu'on appelle des plugins qu'on peut rajouter. Nous, on est plutôt parti pris, nous, à l'agence, de pouvoir limiter l'usage de ces extensions parce que plus vous rajoutez des éléments, plus vous rajoutez d'extensions, plus le site est lourd, plus il va être long à charger. Et ça, les moteurs, typiquement Google, n'aiment pas forcément quand un site est trop long à charger. Donc ça va être important d'avoir ça aussi en connaissance de cause. Sur de la logique e-commerce, du PrestaShop, Magento, Shopify. En général, PrestaShop, Magento vont proposer vraiment le même concept, même si Magento va gérer des plus grosses boutiques en ligne. Shopify, lui, va prendre des commissions sur chacune des ventes. Donc on est sur des schémas dédiés vraiment pour du e-commerce, mais avec des business models un petit peu différents, notamment pour Shopify. Et ensuite, je vous ai indiqué quelques exemples sur du logique sur mesure, où là, on parle plus de framework. Donc c'est vraiment dédié, c'est du langage de développeur, où j'ai pris exemple Symfony, du Laravel, du Zend. Ce sont des exemples qui vous permettent en tout cas après de pouvoir faire des évolutions ou des développements très très spécifiques et donc ça peut faire partie aussi des besoins dès le départ. Vous dites moi je vais avoir besoin de plutôt tel ou tel type de framework parce que je veux m'interfacer avec un outil interne et j'ai besoin d'avoir telle ou telle solution en face.
Donc sur ces différents outils-là, on va y adapter une charte. Donc il y a plusieurs possibilités là aussi. Soit vous dites, je veux conserver, j'ai déjà une charte graphique que j'ai fait avec soit moi-même, soit avec une agence ou un freelance. Je souhaite par exemple refaire un logo ou créer un logo avant de m'attaquer sur mon projet de site web. En général, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prévoir les choses. On va d'abord faire sa charte graphique et son logo avant d'attaquer le site, puisque sinon on vient remodifier après tout de suite si on a déjà travaillé sur le site au préalable. Je souhaite modifier un existant, c'est possible aussi. Par exemple, j'ai déjà une charte existante, je veux juste que mon site, lui, soit un peu plus au goût du jour parce que j'ai pas le budget de refaire toute ma signalétique, toutes mes cartes de visite. Je veux plutôt me focaliser sur la partie web. Ça peut aussi être des possibilités. Quelques exemples que je peux vous montrer en termes de tendance. Donc en ce moment, on voit beaucoup de sites basés sur de l'illustration. Donc ça a un petit côté frais, un petit peu sympa. Voici quelques exemples là où on voit des éléments qui peuvent aussi naviguer un petit peu ou bouger un petit peu au niveau du site. Tendance également un peu plus complexe la mise en place, mais la 3D. On peut avoir des effets super intéressants quand on veut présenter un produit par exemple ou une solution. Du coup c'est plutôt intéressant d'avoir des petits effets comme ça de 3D qui se superposent au niveau du site. Autre tendance, la partie plus typographie. Donc là, on joue vraiment sur les différentes possibilités. Plus ça va, plus les navigateurs acceptent différentes tailles de typos, différents types de typos. Historiquement, on était plutôt contraint. Vous aviez des navigateurs qui acceptaient plus ou moins. Donc ça, c'est important aussi de regarder un petit peu ce qui se fait et de voir un peu entre un Safari, Firefox, Chrome, les différents types d'affichage. Des fois, on peut avoir des encodages. Si votre navigateur n'est pas à jour, on peut avoir des présentations qui peuvent s'adapter. Mais en tout cas, de plus en plus maintenant, les différents navigateurs embarquent un certain nombre de typos pour pouvoir s'amuser, faire des choses assez sympas. La logique minimaliste, qui est aussi une tendance assez forte, du coup de se recentrer. Là, on est sur des logiques de produits, par exemple. On va vraiment se focaliser sur l'élément lui-même. Et on a des sites comme ça assez épurés, qui peuvent être plutôt haut de gamme peut-être aussi, donc c'est adapté en fonction. Et la logique de couleur également qu'on retrouve beaucoup, où là on n'hésite pas à y aller. Les écrans, comme je disais tout à l'heure, sont de plus en plus intéressants, des résolutions assez intéressantes aussi, donc on a même des mobiles qui ont des meilleures résolutions que les ordinateurs, donc on peut des fois s'amuser sur des choses assez intéressantes. Sur la logique du référencement naturel, donc ça c'est important, je vous explique juste si tout le monde n'est pas au même niveau. Donc le référencement naturel, c'est le résultat qui s'affiche naturellement dans les moteurs de recherche, qu'on différencie des résultats payants, donc des annonces, Google Ads par exemple. Bon, on prend souvent Google en exemple puisque forcément Google trust 90% voire plus des parts de marché en termes de référencement et en termes de résultats de recherche. Donc du coup c'est quelque chose qui est important et c'est important de définir vous dès le départ quelles sont vos attentes. Est-ce que je veux être premier sur telle ou telle position, en sachant que il faut regarder la concurrence et de se dire est-ce que ça va être possible ou pas d'y atteindre ou d'y arriver très très vite. En général, le référencement ne va pas forcément avec la logique de vitesse, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs mois à travailler son site pour commencer à avoir des résultats, et si on s'arrête de travailler dessus, malheureusement, on peut descendre assez vite. Donc c'est assez ingrat entre guillemets, il faut prendre le temps. Si on prend le temps de bien faire les choses, on va avoir des bons résultats, mais par contre, il faut pas être pressé, quoi. Donc est-ce que je veux développer mes positions? Est-ce que je veux développer le trafic de mon site internet? Est-ce que je veux augmenter la visibilité auprès d'une cible, auprès d'une région géographique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis bien implanté en Normandie mais je veux aller en Bretagne par exemple, et du coup est-ce que je suis suffisamment visible ou est-ce que j'ai des positions à aller chercher sur un autre territoire géographique, ou est-ce que je veux passer devant telle ou telle concurrence? Ça peut être un objectif, et du coup en fonction de ça il faut définir la stratégie qui va bien, et on verra tout à l'heure quels sont les outils qu'on peut mettre en place, ou en tout cas les bonnes pratiques pour pouvoir améliorer son référencement. Techniquement aussi, est-ce que je peux optimiser des choses sur mon site actuel? Ça va être aussi des points importants. C'est un ensemble de facteurs qui fait que ça va pouvoir mieux fonctionner.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le référencement se travaille sur le long terme. Donc il y a la partie sémantique, c'est-à-dire tout ce qui est contenu. Combien j'ai de pages aujourd'hui? Est-ce que je peux développer? Est-ce que mon arborescence elle est claire? La partie technique, donc là c'est pareil. Est-ce que j'ai optimisé le développement? Est-ce que le site n'est pas trop lourd à charger? Est-ce que j'ai pas de problématiques qui viennent bloquer l'utilisateur? Est-ce que l'ergonomie de mon site est propre également? Est-ce que j'ai fait des redirections entre une URL qui n'existe plus et une nouvelle? Et est-ce que j'ai mis en place les outils pour mesurer? Parce que derrière, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir mesurer. Donc c'est de s'assurer que les objectifs qu'on a définis, on est capable de les mesurer qu'un outil statistique, en se disant également que qui dit RGPD dit bandeau cookie, qu'on voit partout. Donc on ne va pas pouvoir déposer de bandeau, ou en tout cas de tracking sur Analytics si on n'a pas laissé le consentement à l'internaute. Donc il y a ces éléments-là qui sont à prendre en compte et qui sont importants pour pouvoir après mieux mesurer, mieux analyser et vérifier que ça fonctionne bien. La partie hébergement est importante aussi puisque on n'a pas de site sans hébergement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, soit un serveur, ce qu'on appelle mutualisé, donc c'est le serveur le plus simple entre guillemets ou rapide à mettre en place. Notre site est hébergé avec d'autres sites, on ne sait pas avec qui il est hébergé. C'est souvent moins cher et plus intéressant, mais on peut avoir des problématiques de lenteur puisque s'il suffit qu'un des autres sites qui est hébergé a un gros besoin de ressources à un moment donné, c'est notre site qui va en pâtir. On peut avoir des logiques de serveurs dédiés, on est tout seul dessus, du coup on a peut-être un peu plus de ressources. On peut aller encore plus loin avec du serveur virtuel qui va nous permettre d'allouer en fonction des besoins. Par exemple, j'ai un événement, je passe à un salon, peut-être qu'il y a un peu plus de trafic, du coup je peux mettre davantage de puissance sur ce serveur-là, ou carrément full sur mesure, en fonction d'un besoin très très spécifique. Là je vous ai mis une idée de prix, en gros du mutualisé on va être du 50 à 60 € l'année, du sur mesure ou même du cloud virtuel on va plutôt être sur du 1200, 1500 € l'année. Donc on a quand même des niveaux de prix qui ne sont pas les mêmes et c'est important aussi d'en prendre connaissance. Et puis après il faut définir quel est le risque pour mon activité si mon site n'est pas disponible 2-3 minutes par-ci, par-là, ou une moyenne, je sais pas, d'une demi-heure sur la semaine. Est-ce que c'est grave ou pas? Si c'est pas grave, du coup on peut se dire c'est pas grave, j'accepte de payer un peu moins cher, juste 5 € par mois pour avoir un mutualisé. Ou alors si c'est vraiment très important, il faut peut-être monter sur une offre un petit peu plus importante. Cette notion-là, elle est importante parce que du coup, ça va vraiment définir après vous derrière, nous aussi sur des logiques de référencement, un serveur qui est un petit peu plus long à répondre, les moteurs de recherche vont pas trop aimer, ils vont moins bien vous noter. Donc si on met un petit peu plus d'argent sur l'hébergement, on aura peut-être un meilleur temps de réponse et du coup une meilleure note à ce niveau-là. Je vous mettrai un article sur le sujet qui vous explique un petit peu les différents avantages et inconvénients des possibilités d'hébergement. Sur la logique planning et budget, la question est importante parce que si vous mettez en place un planning trop ambitieux en vous disant bon, j'attaque mon site aujourd'hui, il faut que dans 3 semaines il soit en ligne, du coup ça veut dire mettez-vous en ordre de bataille pour avancer rapidement, ça va forcément prendre un petit peu de temps, et si vous êtes trop ambitieux, du coup on peut avoir un risque de décalage, et à contrario, si vous avez un budget sous-dimensionné, alors quand je dis budget c'est du temps aussi à louer, du coup ça peut vous mettre un peu en péril aussi votre projet. Alors je vous donne quelques idées de prix également, site vitrine donc simple, par exemple vous faites appel à un freelance, donc quand je dis un freelance c'est une personne qui travaille seule, donc il va forcément mettre un peu moins de temps et du coup le coût sera moindre. Donc je mets à partir de 2000 €, 2 à 5000 €, c'est vraiment une fourchette, voilà. Et en agence, on va plutôt être sur des budgets un peu plus importants, 5-15 000 €. Ça peut arriver en effet d'aller sur ces budgets-là. Et du e-commerce également, je vous donne des exemples de prix, 5 à 10 000 ou 15-30 000, ça va vraiment aussi dépendre des besoins. Mais là, c'est vraiment si vous faites appel à une personne seule, une équipe un peu plus importante. Et donc là, vous vous dites, voilà, est-ce que si je fais moi-même, je gagne 2000 € par exemple, est-ce que le temps que je vais y passer, ça les vaut? Ça, c'est en fonction de vos connaissances techniques, c'est un calcul à faire. Sur cette définition, hop, il nous reste les ressources.
et là vous en avez fini avec l'expression de besoin au global. Alors vous pouvez être assez rapide à la mettre en place, hein. En une demi-journée vous pouvez définir un petit peu ces différents points. Là je vous les détaille moi plus un peu dans le détail. Par exemple, qui va gérer le projet? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre chez vous? Qui va prendre les décisions? Ça c'est des choses importantes parce qu'on s'aperçoit des fois qu'on avance dans le projet puis tout le monde n'a pas forcément la même longueur d'onde. Est-ce qu'on fait un appel d'offres ou pas? Est-ce qu'on sollicite un ou deux prestataires? Est-ce qu'il y a des attentes ou est-ce que je sais que je vais avoir des moments dans cette période-là où je ne vais pas être disponible du tout? Je parlais tout à l'heure d'un salon où j'ai un gros coup de bourre au travail, et bah, du coup il faut l'anticiper. Une seule et même personne peut tout gérer, mais du coup on recommande nous souvent d'être à plusieurs puisque c'est toujours un peu long, un peu fastidieux, il faut aller chercher des tutos des fois quand on avance seul, donc il faut se faire accompagner, en tout cas d'avoir des personnes qui vous aident. Voilà. Et plus vous êtes clair sur l'ensemble de cette expression-là, et plus votre projet va bien se cadrer. Donc pour savoir comment réaliser les différentes étapes aussi pour travailler sur son site, donc une fois que le brief est fait, on va cadrer, on va travailler sur la partie arborescence, la partie visuelle, la partie vidéo, donc ça va être important. La partie design, on verra tout à l'heure, donc est-ce qu'on fait un thème, on achète un thème tout fait ou est-ce qu'on fait un thème sur mesure. La partie développement, comment on s'organise, on a vu tout à l'heure la logique de CMS, la logique de sur-mesure, et puis la partie mise en ligne qui est un moment important. Donc sur une phase de cadrage sur la partie arborescence, c'est de se dire est-ce que je suis capable de définir toutes les pages de mon futur site et de les mettre à plat. Donc là vous avez une logique un peu de carte qu'on appelle heuristique, ça peut être aussi sous Excel. C'est important de bien définir et de bien mettre à plat l'ensemble des futures pages de votre site et vous dire par exemple j'ai par exemple une page, j'avais quoi ici, une page assistance, et est-ce que assistance est un mot-clé qui va être intéressant ou est-ce que le mot-clé assistance va être trop générique, il faut peut-être que j'aille un peu plus loin, assistance ou dépannage Saint-Lô, voilà, je prends des exemples. Donc souvent c'est en fonction de ce que vous voyez ici, il faut se dire ça va être les mots-clés ou les expressions clés qui vont potentiellement pouvoir remonter. Ne pas hésiter à faire plusieurs allers-retours, vous posez sur votre arborescence, vous y revenez un jour ou 2 jours plus tard, ah bah tiens je vais peut-être rajouter tel mot ou telle expression, je vais peut-être cette page-là, je vais peut-être la fusionner avec celle-ci, et pensez toujours une page, une expression. C'est vraiment la règle de base, et en définir après vos futurs URL, parce que qui dit site dit nom de domaine, et du coup les URL vont découler de ce nom de domaine-là, et définir après les besoins de contenu, c'est-à-dire qu'à chacune des pages, l'idéal ce serait d'avoir 5, 600, 800 mots, donc ça peut faire, en général on dit une bonne page Word pour chacune des pages. Donc souvent c'est compliqué, nous souvent ce qu'on voit c'est que le contenu c'est le nerf de la guerre, parce qu'on n'a pas toujours plein de choses à dire non plus, on peut aussi se faire entourer ou se faire accompagner, il y a aussi des formations qui existent sur de la rédaction web, faut pas hésiter parce que c'est vrai que c'est toujours important cette partie-là. Sur la logique de contenu, nous ce qu'on recommande c'est de fonctionner si vous êtes à plusieurs avec des clouds, par exemple un Google Drive ou autre, de partager en fait vos contenus et que chacun puisse alimenter et compiler, de vous faire un dossier visuel pour pouvoir assurer l'ensemble de vos photos, de pouvoir compiler et de rédiger vos contenus au fur et à mesure. Donc se mettre à plusieurs c'est toujours l'idéal. On peut aussi envisager de passer tout d'un coup, de revenir après. Enfin, on sait que les contenus seront toujours mouvants, c'est jamais gravé non plus dans le marbre, et que même une fois que le site est en ligne, on a besoin de les faire évoluer. Et je parlais tout à l'heure d'une formation rédaction pour le web, il y a des bonnes pratiques à respecter, les titres 1, des titres 2, des titres 3, il faut peut-être s'entourer ou se former juste au départ pour pouvoir s'assurer de bien partir aussi. La partie photo importante, puisqu'aujourd'hui, là je prends l'exemple de Google Images, c'est quand même une source non négligeable de trafic. Selon vos activités, ça peut être 20% de trafic, 30% de trafic, 50% de trafic. Donc il faut vraiment bien travailler ces contenus photos et vidéos. Ça s'anticipe, je parlais tout à l'heure de reportage photo, si vous voulez en faire un, vous n'allez pas décider du jour au lendemain, je fais un reportage photo, il faut le prévoir en amont. Le rendu final d'un site est vraiment différent si vous avez des photos libres de droit ou des vraies photos que vous avez pu faire vous-même, ça rajoute le côté humain aussi, donc c'est pas à négliger. Et il faut pouvoir les retravailler, les renommer. Souvent, c'est ce qu'on explique à un client, une image que vous avez prise en photo avec votre téléphone, elle peut être de bonne qualité, mais elle va être renommée IMG 0045. Et derrière, si vous la mettez sur votre site,
il y a peu de chances que quelqu'un tape dans Google IMG 0045 pour voir cette photo. Donc, vaut mieux la renommer selon ce que l'on voit à l'écran. Si c'est le campus groupe film, et ben, du coup, on explique que c'est campus-groupe-film.jpg par exemple, et comme ça, au moins, on va avoir une adéquation avec les recherches. Souvent, également, les images sont trop lourdes. Donc, ce qu'on recommande, c'est de diminuer, de retravailler vos visuels. Là, je dis moins d'1 méga, mais ça va dépendre aussi le format. Mais imaginons, vous avez un diaporama sur une page d'accueil avec des pages qui font 2 mégas. Vous avez 3 slides. Ben, ça vous fait déjà 6 mégas rien qu'à charger pour un diaporama. La personne qui... Bon, alors maintenant, on commence à avoir du débit mobile en 4G, ça va. Mais les moteurs de recherche n'aiment pas trop d'avoir des pages trop lourdes. Donc, il faut penser à ça et pouvoir non seulement les renommer, mais aussi les retravailler en termes de poids. Donc ce travail-là prend du temps, donc ça se fait en phase complémentaire de l'avancement sur les parties contenues, sur la partie développement. Sur la partie design, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez des thèmes tout faits, donc vous pouvez taper par exemple thème WordPress, vous allez sur Wix, vous trouvez des choses, vous allez sur thème PrestaShop, ça fonctionne aussi. Donc l'avantage c'est que ça va être rapide, vous achetez par exemple 60 € et vous avez déjà de la matière. Après, il faut pouvoir l'installer, mais en tout cas, vous pouvez modifier directement dans le thème. On fait son choix dans un catalogue assez large, donc c'est plutôt intéressant. Ça va être moins cher, mais ça va, ce que je parlais tout à l'heure sur les problématiques de mise à jour, on peut être coincé. On a un bloc avec 3 images ou 3 textes, on veut un 4e, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément malléable. Si jamais vous arrivez à rajouter un 4e, il y a de grandes chances que quand vous allez faire une mise à jour, ça va revenir à 3 blocs. Donc c'est ces problématiques-là de souplesse qui vont être un peu moins évidentes et peut-être aussi de temps de chargement plus important parce que les thèmes embarquent pas mal d'éléments, pas mal de choses. Vous n'aurez pas besoin de tout, vous allez peut-être utiliser que 50% du thème, mais c'est 100% qui va se charger à chacune des pages. Et donc pour le référencement, pareil, vous pouvez en pâtir un petit peu, mais l'avantage, c'est la rapidité et le coût. Si vous faites un design sur mesure, c'est possible aussi, vous pouvez travailler chacune des maquettes et des pages, pas de contraintes, évolutivité aussi, mais les délais sont plus longs, il faut valider les différentes pages en mobile, en tablette, en ordinateur ou desktop, et le budget va être plus élevé. Tout dépend du rendu que vous souhaitez aussi avoir au niveau de la qualité au niveau du site. Sur la phase de développement, deux possibilités. Si vous travaillez par exemple en interne, et bien du coup vous suivez l'avancement, vous travaillez, vous développez directement dedans. On intègre les différentes parties contenu à ce moment-là également. On recette, donc la recette c'est les tests. Il ne faut pas hésiter à tester les sites, même on voit que je disais tout à l'heure, les écrans évoluent, donc tester son site tous les 3-4 mois, voir un peu le rendu que ça peut avoir sur vos mobiles, des vieux mobiles, sur différents navigateurs, ça va être important pour avoir un rendu optimum aussi. Souvent on constate aussi que le trafic mobile est plus important. En ce moment, on voit que le trafic mobile dépasse en tout cas le trafic ordinateur. Donc ne pas hésiter à vérifier son site ou à consulter son site d'abord sur le mobile, puis après sur la partie ordi. Et sur une phase importante de mise en ligne, les différentes étapes que l'on va pouvoir retrouver, ça va être ce que j'appelle de redirection. Donc c'est un peu technique, peut-être la redirection 300, mais c'est de se dire, je supprime une page de mon site, du coup elle était indexée dans les moteurs de recherche, elle ne l'est plus. Donc comment je fais pour la retravailler? Comment je fais pour la rediriger vers une page, la nouvelle page en tout cas en question? Donc ça va être important pour son référencement. Des balises qu'on dit titre et description, c'est souvent ce qu'on voit dans les résultats de recherche. Vous tapez pour une page et vous avez la présentation dans les moteurs de recherche de votre site avec de différentes pages. Est-ce que les contenus qui s'affichent ici vous conviennent ou pas, ou est-ce qu'il faut des fois être un petit peu plus attrayant pour inciter l'internaute à cliquer? Donc c'est ce qu'on va appeler la description et la balise titre. Les balises alt, c'est tout ce qui est en balise pour les images. À chaque fois, pensez à se dire, j'ai mon image, elle a été bien renommée, mais par contre, c'est une balise qu'on appelle alternative qui doit être aussi rédigée pour que les moteurs justement puissent la consulter. Logique de production, pré-production, c'est vous faites votre site en mode test. Une fois que le site est en ligne, et du coup, vous avez des URL à rebasculer de l'ancien environnement au nouvel environnement. Le plan de marquage ou le suivi analytique, c'est à ce moment-là qu'on le valide aussi. Est-ce que j'ai bien mon code de tracking sur mon site et est-ce que j'ai bien mis les objectifs? Par exemple, je veux traquer le nombre de formulaires qui sont renseignés sur mon site et je veux savoir combien j'en ai eu, ou je veux savoir combien de personnes ont cliqué sur mon numéro de téléphone.
C'est à ce moment-là qu'on le valide. Et vous l'avez peut-être déjà vu également, les problématiques de certificats, donc ce qu'on appelle sécurisé. Est-ce que le site est sécurisé ou non, HTTPS. Alors ça se gère au niveau du nom de domaine et au niveau de l'hébergement. Mais en tout cas, si votre site n'est pas en HTTPS, vous allez avoir l'alerte. Vos clients n'iront plus sur votre site et donc il faut le corriger assez rapidement, sachant qu'un certificat, il y a des certificats gratuits comme Let's Encrypt qui vous permettent de mettre ça en place. Il y a une petite technicité de mise en place aussi à ce niveau-là, comme les logiques de plan de site ou de robots qu'il faut aussi mettre en place au moment d'une mise en ligne. Donc cette partie-là, elle est un peu technique. Souvent, c'est bien de se faire accompagner au moins juste sur cette partie de mise en ligne. On peut passer pas mal de temps. On a eu des clients qui ont passé pas mal de temps, des tutos aussi. Donc c'est quelque chose qui normalement doit prendre 1 heure ou 2 grand maximum pour les personnes qui s'y connaissent. Donc sur la logique d'évolutivité, il faut savoir que tout ce qu'on a vu ici, entre les logiques de vraiment j'achète un thème, je mets en place tel ou tel type d'outil ou de CMS, ou je fais du sur-mesure, on ne va pas avoir la même évolutivité. Donc par exemple, si je fais du tout fait, ça va être peu ou pas du tout évolutif. Donc c'est idéal, souvent ce qu'on dit, c'est que c'est idéal pour se lancer et se dire notre site il va être valable 1 an, 2 ans, ça me permet de prendre la mesure en tout cas du marché, je peux avoir des clients et ensuite derrière, si mon activité est lancée, que j'ai un peu de budget, je peux éventuellement passer une deuxième étape qui serait d'avoir quelque chose d'un peu plus sur mesure. Alors c'est pas d'obligation, mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'on voit un petit peu en général les évolutions des projets. Quelque chose d'un peu plus évolutif va peut-être se garder un peu plus longtemps dans le temps, puisqu'on fait des mises à jour, donc 4-5 ans. Bon, il faut savoir que les algorithmes bougent assez rapidement et logiquement, 1 an ou 2, ça va quand même. Notre site n'est pas obsolète au bout de 2 ans quand même, mais c'est souvent ce qu'on peut constater. Et si vous êtes sur du full évolutif, là du coup il y a des mises à jour assez régulières, voire des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées régulièrement. Donc là on est sur quelque chose qui peut vivre encore plus longtemps on va dire sur le long terme.